Meine Damen und Herren, guten Abend. Mein Name ist Marc Berner, ich bin Direktor von der Klinik und ich vertrete heute Abend Dr. Kloos, den unter Quadripartit zu Mondorf ist im Moment. Voilà, ich heiße euch alle willkommen am Namen von Dr. Robert Schumann bei diesem Evenement heute zum Welttag vom Sehen, Journée mondiale de la vue. On m'a demandé de faire cette introduction en français, donc voilà, je vais m'y plier. Après, si pour le reste de l'événement, quelqu'un aurait des questions, je crois qu'il peut toujours s'exprimer dans la langue qu'il maîtrise le mieux et on va se débrouiller à se faire comprendre, je crois. Voilà, donc la journée mondiale de la vue, World Sight Day, de quoi s'agit-il? C'est une journée qui est organisée depuis de nombreuses années et nous, en tant qu'hôpital, on a aussi participé déjà à plusieurs reprises. La dernière fois sous cette forme en 2018, puis à cause du Covid, on a fait une pause un peu plus longue. Et à cause de cette pause plus longue, on s'est décidé cette année-ci à répartir nos activités sur 2 journées. Aujourd'hui, c'est la journée plutôt médicale ou scientifique où le service national va se présenter, mais va aussi présenter ses résultats. Et après, il y aura une visite d'une exposition d'art que vous trouverez ici sur le premier étage. Demain, on aura une journée plutôt culturelle où on aura une conférencière qui est archéologue et qui va nous parler de la représentation de l'œil dans l'art. C'est aussi quelque chose de différent, de certainement intéressant. Donc ça, c'est au programme pour demain. Donc la journée mondiale de la vue, je crois qu'il y a 2 messages essentiels à faire passer. Premièrement, la santé de l'œil concerne tout le monde. La majorité des gens dans leur vie ont des problèmes oculaires et auront besoin d'avoir recours à des soins spécialisés. Et ça montre quand même l'importance dans le domaine de la santé publique de la santé oculaire, premièrement. Et deuxièmement, ça pointe vers un grand problème, c'est l'inéquité de la prise en charge des maladies oculaires au niveau mondial. Il y a au niveau mondial plus d'1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à des soins oculaires corrects. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont des pertes de vue non compensées et non traitées, ce qui amène dans les pays les plus pauvres à des baisses substantielles de l'économie qui dépassent 400 milliards chaque année. Donc c'est vraiment un problème de santé publique et un problème économique mondial qui découle des problèmes de la santé de la vue. Au Luxembourg, évidemment, un pays riche avec un système de santé performant quand même, qui a démontré sa performance et sa résilience au cours de cette crise Covid-19 que nous venons de passer. Au Luxembourg, on peut dire qu'il y a quand même beaucoup d'éléments d'une prise en charge excellente en ophtalmologie, aussi bien au niveau du domaine de la santé publique, avec un dépistage, un programme de dépistage organisé par l'État, par le service d'orthoptique, qui est quelque chose qui cherche quand même assez remarquable, je crois, dans un pays. Premièrement. Et deuxièmement, il y a quand même une excellente prise en charge des maladies oculaires courantes depuis de nombreuses décennies au Luxembourg, avec beaucoup d'ophtalmologues expérimentés et très compétents dans leur domaine, qui ont assuré depuis de nombreuses années déjà une des prises en charge excellentes dans les domaines de l'ophtalmologie courante. Une partie qui était, je dirais, historiquement pas très bien couverte au Luxembourg, c'est la prise en charge des maladies oculaires compliquées, complexes, souvent aussi urgentes, ce qui a mené au fait qu'au niveau du Luxembourg, une des raisons les plus fréquentes pour des transferts à l'étranger était des maladies oculaires. Ce qui surprend un petit peu parce qu'on a des prises en charge quand même excellentes dans beaucoup de domaines de la santé, comme la radiothérapie, qui est quand même aussi un domaine complexe, comme la cardiologie interventionnelle et la cardiochirurgie, où il y a des services nationaux qui ont été organisés et qui ont quand même pu montrer que ce modèle de prise en charge nationale, concentration de l'activité dans un endroit du pays, est quelque chose qui peut apporter un bénéfice net à la santé publique et à la population luxembourgeoise. Et c'est pour ça, je crois, qu'en 2018, avec la loi hospitalière redéfinie et la réattribution des services sur les différents hôpitaux, il a été créé l'idée d'un service national d'ophtalmologie spécialisé, dont la vocation était d'abord une vocation de santé publique et de prendre en charge les maladies oculaires complexes, graves,
urgente qui nécessite l'intervention peut-être de plusieurs spécialistes, voire sous-spécialistes de plusieurs domaines médicaux, et dont l'implémentation dans un hôpital fait tout son sens, parce que l'hôpital offre la possibilité de travail inter- et pluridisciplinaire avec des équipes spécialisées et spécifiques. Donc ça fait tout son sens d'implémenter un tel service dans un hôpital, et spécifiquement dans le nôtre, parce que les hôpitaux Robert Schuman disposent d'une très grande activité en ophtalmologie et de beaucoup de médecins, mais aussi de professionnels de santé très compétents dans le domaine de l'ophtalmologie. Donc c'était logique que les hôpitaux Robert Schuman aient accepté cette responsabilité d'organiser ce service national dans notre hôpital et de développer progressivement les différents domaines de l'ophtalmologie spécialisée, tels que la traumatologie, la plastie avancée, les maladies de la cornée, la rétine médicale, la rétine chirurgicale, la strabologie, la pédiatrie et bien d'autres encore que vous connaissez, que les ophtalmologues ici connaissent bien mieux que moi. Beaucoup de travail a déjà été fait dans ces domaines et je remercie vraiment vivement tout le monde qui s'est impliqué avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme dans ce projet au cours des dernières années. Il reste quand même encore des points d'amélioration, je dirais, et des problèmes qu'on a rencontrés au cours des dernières années et qu'il faut aborder encore. D'abord, le développement des compétences. Chez les médecins, bien sûr, mais aussi chez les professionnels de santé, qui reste un challenge perpétuel où il faudra se former, où il faudra peut-être encore mener des recrutements pour compléter notre offre. Et comme dit, surtout aussi au niveau des professionnels de santé, on a eu beaucoup de développement vraiment de compétences très spécifiques au cours des dernières années et il faut vraiment reconnaître l'investissement que tout le monde a fait dans cette direction au cours des dernières années. Un autre problème est celui des gardes, qui fonctionnent assez bien, je dirais, dans le domaine de l'ophtalmologie générale, où une garde nationale a été mise en place avec la participation d'environ 50 ophtalmologues au niveau national de toutes les régions. Une prise en charge au niveau de l'ophtalmologie spécialisée qui reste encore un peu incomplète parce que tous les services ne se sont pas encore développés. Donc ça, c'est aussi un point qu'il faudra davantage développer dans les mois à venir. Un autre problème concerne la valorisation de ces gardes. Elle a été beaucoup discutée sur la place publique les dernières semaines et je crois que là, on a trouvé une solution qui sera implémentée sous peu et qui va valoriser les médecins qui investissent leur temps à prester des gardes et aussi des astreintes qui pour l'instant ne sont pas vraiment valorisées. C'est quand même un investissement personnel majeur avec une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qu'il faut assurer. Et ça, c'était un problème qui est en voie de résolution. Un autre problème un peu similaire qu'il faut travailler encore un petit peu, c'est la nomenclature médicale au Luxembourg qui valorise encore beaucoup les actes fréquents et assez simples et qui sous-valorise systématiquement dans toutes les branches, y inclus dans l'ophtalmologie, les actes vraiment spécifiques, les actes qui vont un peu plus loin que la routine, les actes qui sont plus rares. Ça a différentes raisons, mais je crois que beaucoup de gens commencent à comprendre ça et là aussi, on est sur la bonne voie. Donc le programme d'aujourd'hui, on va vous présenter plusieurs présentations qui vont présenter le service national d'ophtalmologie spécialisée avec ces nouvelles technologies qui ont été implémentées, mais aussi, et ça c'est très intéressant et important aussi, je crois, avec déjà des résultats cliniques qu'on a pu observer dans certains domaines qui sont déjà bien développés. Et après, vous serez invité à visiter une exposition d'œuvres d'art réalisée par le programme d'adultes du Centre pour le développement des compétences relatives à la vue. Je crois que c'est une exposition très intéressante et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que vous préférez que je parle en français ou en luxembourgeois? Mon support étant en français. Ok, d'accord. Bon. Si jamais il y a des questions ou d'ordre technique, scientifique, médical ou que vous souhaitez une traduction en allemand, vous m'interrompez. Vous interrompez également les autres orateurs, s'il vous plaît. Il y aura aussi du temps après, à la fin des différents topos, pour poser vos questions. Donc moi, je vais commencer
avec un bref, un aperçu de notre service national. Donc, historiquement, qu'est-ce qui s'est passé? En 2018, les hôpitaux Robert Schuman ont fusionné leurs services d'ophtalmologie. On avait 3 services différents qui étaient situés à la clinique Sainte-Marie à Esch, à la Zita Clinique et à l'hôpital Kirchberg. En mars 2019, le ministère a donc accordé aux hôpitaux Robert Schuman l'exploitation du service national d'ophtalmologie spécialisée. Et depuis 2019, nous sommes en train de développer cette activité plus spécialisée tout en maintenant notre activité générale. Ce que nous pensons faire pour notre population, pour le Luxembourg, donc notre mission, elle se définit par une prise en charge des maladies complexes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc nous devons, par la loi, sommes obligés d'assurer la continuité des soins en ophtalmologie. Mais nous voulons aller plus loin, nous voulons offrir des soins de qualité et de proximité. Et nous avons déjà réalisé ce fameux virage ambulatoire. Je dirais que 99% de notre activité est déjà ambulatoire, même quand il s'agit de pathologies plus complexes. Nous sommes donc en train de diminuer notre dépendance des services ophtalmologiques à l'étranger. Si on regarde la carte sanitaire qui a été publiée cette année, on voit qu'il y a déjà une diminution des transferts à l'étranger depuis 2018-2019, peut-être aussi un peu lié au Covid, mais je pense qu'il y a aussi déjà un certain nombre de patients qu'on arrive à traiter ici qui auparavant ont été transférés à l'étranger. Et bien sûr, nous réalisons tout cela en accord avec la mission et les valeurs des hôpitaux Robert Schuman. Je vous montre ici, c'est assez complexe, mais vous pouvez le retrouver sur Internet. Ici, c'est la Lancet Global Health Commission on Global Eye Health. Et ça définit 4 secteurs. Et je trouve ça très très bien qu'il y a des représentants de différents secteurs ce soir chez nous. Donc, tout le monde fait sa part dans la prise en charge des maladies oculaires. On a ici la communauté. On a le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? La communauté, elle est assurée par des associations sans but lucratif, comme la Fondation Letzeboer Blandenvereinigung, le Lions Club qui a depuis longtemps investi dans les maladies oculaires, surtout aussi la greffe de la cornée, avec son action Sight First. Puis, il y a dans le secteur primaire, bien sûr, les médecins généralistes, mais il y a également les optométristes, qui n'existent pas vraiment chez nous, qui sont plutôt alors chez nous les opticiens, et il y a bien sûr le service d'orthopsie. Le service d'orthopsie, il assure quelque part ici Basic Child Eye Health, voilà, le dépistage, le screening. Puis il y a les ophtalmologues et les 4 hôpitaux généraux de notre pays qui assurent donc une prise en charge générale en ophtalmologie, qui réalisent aussi les chirurgies de la cataracte, qui font les traitements courants et très fréquents dans pour les différentes pathologies telles que le glaucome ou la rétinopathie diabétique. Mais on compte ici aussi dans ce secteur-là le Centre pour le développement lié relative aux compétences de la vue et qui assure ici la réhabilitation ensemble avec le service d'orthopsie. Et puis finalement, nous sommes en phase de transition ou peut-être déjà arrivés dans ce secteur tertiaire. Nous sommes ici devenus un teaching hospital. Nous avons depuis 3 ans, nous formons des médecins en voie de spécialisation. Vous allez d'ailleurs entendre une présentation du docteur Deleu, qui est là, qui nous a rejoint depuis 2 semaines et qui a déjà accepté, ou un peu été forcé de reprendre cette présentation ce soir. Et vous voyez ici toutes les pathologies ou toutes les fonctions qui doivent être remplies par un tel service, sans passer en détail. Donc, de quoi est composé notre service national? Au niveau structurel, il s'agit d'abord de la polyclinique. La polyclinique est ouverte tous les jours jusqu'à 15 heures.
On a des salles de consultation, c'est un peu comme un cabinet, mais avec un équipement technique peut-être comparable à celui d'un cabinet, mais aussi un peu plus spécialisé. Par exemple, ce dont nous sommes très fiers, nos 2 dernières acquisitions, l'imagerie OCT en géographie et notre caméra à angle ultra large dont on vous parlera aussi ce soir. Nous avons 5 infirmières dédiées. Je suis très contente de les compter presque au complet ce soir ici parmi nous. Et aussi un secrétariat, et nos 2 secrétaires sont également parmi nous. Puis, il y a le bloc opératoire. Donc, vous voyez ici en haut à gauche, ça c'est notre accueil qui se trouve ici juste derrière, en sortant à votre droite. C'est les 2 mêmes secrétaires, donc qui font fonction d'accueil pour à la fois le bloc opératoire et la polyclinique. Et puis la petite porte que vous voyez ici à côté, c'est là où on fait entrer les patients pour la chirurgie ambulatoire en majorité. Donc derrière, il se trouve un vestiaire et puis derrière une grande salle unique où les patients sont préparés sur des fauteuils et puis emmenés juste derrière dans le bloc opératoire. Là, vous voyez nos infirmières, dont il y a aussi une partie qui est présente ici ce soir. Elles sont 9 au total. Et voilà, encore la responsable qui est là. Et 7 de ces 9 infirmières qui assurent une permanence chirurgicale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a aussi un service 4A, où on peut hospitaliser aux besoins des patients. Les médecins, on est 16 ophtalmologues agréés, donc c'est des ophtalmologues qui sont issus des 3 différents hôpitaux. Nous sommes 9 à assurer la garde de 2e ligne, que je vous expliquerai plus en détail. Nous sommes 2 chirurgiens vitréo-rétiniens et une ophtalmopédiatre. Et comme je vous ai dit, on a depuis peu aussi des médecins en voie de spécialisation qui nous aident beaucoup et c'est devenu presque indispensable quand on travaille comme nous le faisons, un peu comme un centre, ou pas un peu, mais comme un centre presque universitaire ou spécialisé à l'étranger. Eux aussi, ils emploient des médecins en voie de spécialisation. Mais nous ne serions pas au complet sans les autres acteurs. Nous ne serions rien sans notre pharmacie. Donc ici, vous voyez le couloir, c'est au -1. Quand vous sortez du parking, il y a l'entrée vers la pharmacie. Là, il y a plein de boîtes acheminées pour notre ophtalmologie. Là, c'est du matériel pour nos chirurgies de cataracte et de rétine. Puis il y a le service biomédical qui intervient régulièrement pour réparer nos machines. Il y a le service qualité et risque qui nous fait les protocoles et qui gère les événements indésirables. Il y a le service informatique qui est en train de travailler sur la digitalisation. Et bien sûr, il y a le service communication qui a organisé cette belle soirée. Et tous les autres que j'oublie peut-être. Voilà. En ce qui concerne notre activité, elle est en croissance. Vous voyez ici depuis 2019 jusqu'à présent. Il y a ici un peu cette baisse, mais ça c'est lié au Covid. On était quand même freiné pendant plusieurs semaines. On n'avait pas d'activité chirurgicale du tout parce que les infirmières étaient déployées en réanimation et dans les services pour s'occuper des patients Covid. Mais on voit quand même que par rapport à 2019, nous sommes en croissance, que ce soit ici pour les injections intravitréennes, donc IVT ça veut dire injection intravitreal treatment, ou que ce soit les chirurgies. Quand on dépièce un peu cette activité, on se rend compte et quand on enlève les chirurgies de la cataracte, qui font quand même la majorité de notre activité, comme ailleurs dans le monde aussi, on voit que c'est surtout la chirurgie vitréo-rétinienne qui est en évolution. Les autres spécialités se trouvent regroupées ici, et c'est justement celle-là qu'on souhaite développer encore dans les années à venir. Puis, cette fameuse garde qui a été déjà évoquée, les urgences sont maintenant prises en charge en 3 lignes. C'est un peu compliqué, je vais essayer de vous l'expliquer. Même les secrétaires, les professionnels et surtout aussi les patients ont du mal à comprendre. Donc, en première ligne, il y a la garde nationale. Elle se compose des services d'urgence, des hôpitaux, et puis de tous les ophtalmologues du pays. Il y a quelques critères, donc nous sommes à peu près 40 à participer. Puis il y a la deuxième ligne. La deuxième ligne, elle est assurée ici par les médecins du service national et il s'agit surtout de prendre en charge les urgences chirurgicales.
La troisième ligne, elle est également située ici. Là, il s'agit de prendre en charge les urgences vitréo-rétiniennes. Donc, la garde nationale, elle est divisée en deux parties géographiques, donc le nord et le centre et le sud qui ont été regroupés. Ça, c'est pour la semaine, de 7h à 19h. Après 19h et le week-end et les jours fériés, il y a un seul ophtalmologue qui est de garde pour tout le pays. Il y a deux voies d'entrée. Donc, pendant les horaires de présence de l'ophtalmologue, que ce soit à son cabinet ou dans son hôpital, et les gens peuvent se présenter directement. Quand c'est après 19h ou quand l'ophtalmologue n'est pas présent, ils se présentent au service d'urgence. Les urgentistes ont un protocole, ils savent ce qu'ils peuvent gérer eux-mêmes et au besoin, ils peuvent contacter l'ophtalmologue de garde. Donc, il y a toujours un ophtalmologue de garde 24 heures sur 24 qui pourra au besoin voir le patient, soit directement, soit en différé le lendemain. On a puis créé ce site internet qui se trouve sur notre site hopitauxschumann.lu. Ici, en haut, à droite, où vous voyez l'œil. Et puis, quand vous cliquez dessus, vous avez en différentes langues, vous avez encore une explication sur le fonctionnement de cette garde. Et puis, si vous descendez plus loin sur la page, vous trouvez ici les indications, soit vous adressez à votre ophtalmologue, soit vous trouvez l'indication, ça c'était par exemple ce dimanche, l'ophtalmologue qui est de garde. Et quelques détails comme son horaire de présence et peut-être aussi son numéro de téléphone, le numéro de téléphone de son cabinet. Nous avons essayé de faire une collection, une analyse et rassembler des indicateurs clés sur les premiers 6 mois où on avait installé cette garde, donc entre janvier et juin. Nous avons fait ça au sein d'un groupe de médecins qui était de garde pendant 1 semaine. Donc 1 semaine par mois, nous avons distribué des questionnaires aux médecins et aux patients. Et nous avons surtout aussi compté les patients qui se sont présentés, au moins chez l'ophtalmologue. Nous n'avons pas pu compter les ophtalmologues, les patients qui se sont en plus présentés au service d'urgence. Donc on voit qu'il y a surtout un pic le premier jour de la semaine, le lundi, et puis ça décroît légèrement vers la fin de la semaine. Le week-end, on sait qu'on a quand même encore beaucoup de travail, et les dimanches, habituellement, c'est un peu plus calme. Il y a une certaine fluctuation. Nous avons eu des jours où il n'y avait peut-être que 3 ou 4 patients, mais il y avait aussi une fameuse journée, maintenant en juillet, où l'ophtalmologue qui était de garde ici, elle avait vu 36 patients, juste pendant la journée jusqu'à 17h. Après 19h, ça devient beaucoup plus calme. Habituellement, nous ne voyons pas de patients, nous sommes peut-être appelés. Et puis par l'urgentiste, et nous essayons de régler le problème par téléphone ou de renvoyer le patient à la garde du lendemain, respectivement de voir chez nous, chez ce médecin qui était de garde la nuit, le patient le lendemain tout de suite à 8h au cabinet, parce que souvent les petites urgences peuvent être différées, et au besoin nous nous déplaçons. Un maximum de 3 patients dans notre analyse que nous avons fait. Nous avons aussi essayé de voir d'où proviennent ces patients, que ce soit géographiquement en matière de lieu de résidence, mais aussi qui les avait adressés dans cette garde. Bon, les voies d'acheminement sont très différentes. Souvent, les patients viennent des services d'urgence, mais ils peuvent aussi avoir été adressés par leur propre ophtalmologue ou généraliste ou avoir vu les indications sur le site Internet. Ce qui n'est pas très surprenant non plus, la majorité des patients ont leur lieu de résidence ici dans le canton de Luxembourg ou dans le canton d'Esch-sur-Alzette, mais c'est les cantons qui sont le plus peuplés, donc ça n'étonne pas. Mais nous voyons également des patients qui viennent de l'étranger, parce que dans les régions limitrophes de la Belgique et de la France surtout, il n'y a pas beaucoup d'ophtalmologues, donc quand les patients sont assurés au Luxembourg, souvent ils traversent la frontière pour venir se présenter chez nous. Nous avons également noté les pathologies que nous avons traitées. Donc, presque plus de 90% des pathologies étaient des petites urgences, des petites infections, des inflammations, des problèmes fonctionnels. Mais presque 10% étaient quand même des pathologies qui ont besoin de soit une prise en charge qui va un peu plus loin ou d'un suivi. Donc ça, c'est important quand même à noter.
Donc, soit il faut les opérer le jour même, il faut les adresser chez un autre spécialiste, comme un neurologue ou un dermatologue, par exemple. Il faut les hospitaliser, ou il faut au moins que les patients soient vus dans les jours qui suivent la présentation. 2,4% des patients que nous avons vus avaient besoin le jour même d'un équipement plus spécialisé. C'est important pour savoir quels ophtalmologues peuvent ou doivent participer à cette garde, parce s'ils n'ont aucun équipement chez eux dans leur cabinet, au moins nous, on doit être préparés à les voir ici ou trouver une autre solution. 1,4% des patients qui ont été vus en semaine, dans les semaines qui ont été analysées ont dû être référés au service national. Mais bon, bien sûr, la garde ne s'est pas toujours déroulée de manière impeccable. Nous avons quand même encore un temps de latence entre la prise de contact du patient avec son premier point de chute, que ce soit les urgences ou son appel au 112. Il y a quand même un tiers à peu près, presque un tiers, où ça dure plus de 3 heures, même plus longtemps. Et on a reçu 19 plaintes formelles que nous avons recrutées via une adresse mail. Et c'était des ophtalmologues, mais aussi des patients qui se sont plaints. Il y avait surtout des problèmes d'information. Donc les gens ne savaient pas où s'adresser et dans quel créneau. Et ça créait des trajets et des attentes superflues. Et nous ne sommes pas encore tout à fait contents de notre approche pendant la nuit, parce qu'il y a des médecins qui souhaitent voir les patients dans leur cabinet tout seuls, et ça peut créer des problèmes de sécurité à la fois pour le patient que pour le médecin. Puis, il y a la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc, les pathologies, un aperçu des pathologies qui sont traitées donc, chez nous. Il y a la garde de deuxième ligne qui s'occupe surtout des plaies de l'œil, des plaies perforantes. C'est pour ça que nous avons besoin de notre équipe qui est d'infirmières au bloc qui est disponible 24 heures sur 24. Et là, nous constatons déjà une augmentation de cette activité depuis que le service a commencé. Donc, c'était en juillet 2020 que nous avons créé cette garde de deuxième ligne. Et beaucoup plus nombreux sont les patients qui s'adressent pour des urgences dans le segment postérieur. Le segment postérieur, c'est le corps vitré et la rétine. Et là aussi, nous constatons une augmentation. Et ce qui reste donc à développer, mais qui va venir, ce que nous sommes en train de réaliser ou nous sommes en train de travailler dessus, c'est l'oculoplastie. L'oculoplastie, c'est les pathologies de l'orbite des paupières et des voies lacrymales. Nous allons aussi trouver des solutions pour prendre en charge de manière plus spécifique le glaucome et la cornée, ou les problèmes du glaucome et les maladies de la cornée. Nous devons établir, c'est aussi réglé par la loi, un conseil scientifique qui va donc suivre l'évolution de notre service et pouvoir faire des propositions. Nous sommes en train de digitaliser notre équipement d'imagerie et nous voulons offrir des formations à la fois aux ophtalmologues qu'aux médecins en voie de spécialisation. Mais le service national, ce n'est pas seulement cette activité et ses résultats, mais ça va beaucoup plus loin. Et c'est peut-être la partie la plus importante. C'est l'engagement, par exemple, de Sylvia, qui n'est pas présente ce soir parce qu'elle est en congé. Sylvia qui prélève les cornées, ici depuis de longues années, qui ne reçoit pas de rémunération pour ça. Elle n'est pas la seule, donc il y a plusieurs autres soignants en réa et au bloc opératoire qui font cela. Les dons de cornée vont puis sont acheminés vers la banque de cornée à Hamburg. Il y a donc l'engagement, il y a l'esprit d'innovation. Là, c'est notre projet pour lequel nous avons été financés par le projet d'innovation de la Fondation HRS. C'est une caméra à imagerie à angle large et multimodal qui va être présentée également ce soir. Mais c'est également notre esprit d'équipe. Nous ne serions pas ce que nous sommes sans une bonne ambiance et sans pouvoir compter l'un sur l'autre. Donc, notre équipe ici au bloc, notre équipe en polyclinique et à l'accueil, mais aussi, ça va plus loin, hein, on fait également du sport ensemble. Ça, c'était quand on a fait du
du spinning lors de la journée du don d'organes. Et ça, c'était l'ING cette année. Voilà, merci. Voilà, c'est encore moi qui vais présenter, mais après je vais donner la parole à mes collègues. Donc nous entrons un peu maintenant dans le vif du sujet et nous vous présentons les résultats et notre activité. Tout a été réalisé ici au courant de cette année au service national. Donc le premier sujet, il traite des glaucomes et de la prise en charge des glaucomes par un stand qui s'appelle XEN et qui fait partie de la MICS. La MICS, ça veut dire Micro-Incisional Glaucoma Surgery. Et c'est très à la mode. C'est des petits implants qui ont été développés ces dernières années pour faire face à la problématique de la chirurgie du glaucome qui est efficace, mais souvent s'accompagne de complications intraopératoires et post-opératoires. Donc une chirurgie assez lourde et pour trouver une solution alternative, les différentes firmes pharmaceutiques sont en train de développer des solutions micro-invasives. Donc le XEN, qu'est-ce que c'est? Le XEN, c'est un petit tube en gélatine porcine. Il est installé, quand on le déploie, dans un système d'injection, avec une petite pointe ici de 27 gauges. Il a une longueur définie de 6 mm et un diamètre intérieur de 45 micromètres. Ça suit la loi physique de Hagen-Poiseuil. C'est fait pour avoir une certaine résistance au bout pour que le liquide qui se trouve ici dans la chambre antérieure de l'œil ne s'écoule pas librement et sans contrôle. Et pour que, c'est le problème des chirurgies du glaucome classique, pour qu'il n'y ait pas une baisse incontrôlée de la tension. Donc, c'est des patients qui viennent avec des tensions trop élevées et qui ne veulent pas se retrouver avec une tension à 0. Donc, ici, on ne diminue pas en dessous d'une tension de 6 à 8 mm mercure. Théoriquement, après l'installation de ce stand. Il y a deux façons de l'insérer dans l'œil. Une, c'est la classique pour laquelle ce stand a été créé. C'est la technique ab interno. Donc, on injecte à travers l'œil vers l'extérieur. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la technique inverse, donc où on injecte de l'extérieur vers l'intérieur. D'après les études qui ont été faites, ça a quelques avantages, surtout qu'il y a un peu plus d'efficacité et qu'il y a moins de reprises chirurgicales à faire par la suite. Donc, ce que nous avons fait ici depuis un an presque maintenant, c'est d'avoir opéré 17 yeux de 15 patients. L'âge était très variable. Nous avions un jeune homme de 44 ans, mais également des dames de 90 ans. C'était 7 femmes et 8 hommes. Et au début, on l'avait surtout utilisé sur des patients qui avaient des glaucomes secondaires, aigus, avec une tension très élevée, où il fallait très rapidement trouver une solution. Les glaucomes secondaires, ils se développent suite à d'autres pathologies de l'œil, comme la rétinopathie diabétique, l'occlusion de la veine centrale de la rétine, c'est le CRVO. Et il y avait également un patient qui avait une uvite herpétique qui est souvent accompagnée d'une élévation de la tension très importante. Mais nous avons également traité 8 glaucomes primaires à angle ouvert. Donc ça, c'est important à noter que seulement les glaucomes à angle ouvert sont traités par toutes ces méthodes chirurgicales. Mais de toute façon, les glaucomes à angle aigu se traitent de façon différente et sont beaucoup plus rares. Et de glaucome à pseudo-exfoliation. Et 2 cas avec juste une hypertension oculaire, mais des patients donc, qui sont à risque de développer rapidement un glaucome, mais qui n'en ont pas encore. Mais ils avaient des tensions très élevées à plus de 40 mm mercure. Pour ceux qui ne sont pas ophtalmologues, la tension normale se situe entre 10 et 21. Puis, on avait au départ une tension qui était en moyenne très élevée. Ça, c'est une caractéristique importante à noter.
contrairement aux études qui ont été réalisées, où la moyenne se situait souvent aux alentours de 25-26, nos patients avaient une tension aux alentours de 33, avec quand même beaucoup de variations. Tous prenaient déjà des collyres et des médicaments antiglaucomateux, en moyenne 3,4 prises par jour. Et même, ils prenaient déjà des médicaments par voie orale qui ne sont pas indiqués dans le traitement à long terme, mais qu'il fallait donner à ces patients pour qu'ils soient contrôlés jusqu'au moment de faire la chirurgie. Beaucoup avaient déjà des antécédents d'autres chirurgies pour glaucome ou même d'autres chirurgies de l'œil. Pour vous montrer comment ça se passe. Voici une chirurgie. Donc, on dissecte la conjonctive. Est-ce que vous voyez bien? Sinon, on va attendre un peu. Puis, on libère la sclère. On la traite avec la mitomycine C pour prévenir une cicatrisation. On injecte ce stent. Le voilà. Donc, il y a le bout externe que vous voyez, là en jaune. Et il faut me croire qu'après, quand il s'hydrate, il y a déjà un petit écoulement qu'on observe. Et puis, on referme bien de manière étanche la conjonctive. C'est une chirurgie qui se fait sous anesthésie locale et qui ne dure pas plus longtemps que 20 minutes. Nous avons même hier encore réalisé une chirurgie combinée à une chirurgie de cataracte. Ça nous a pris peut-être 30 minutes. Donc, classiquement, les autres chirurgies du glaucome sont beaucoup plus longues. Ici, vous voyez très bien la première goutte qui s'écoule. Ça, c'est toujours un moment de grande satisfaction. Là, après la chirurgie, il s'installe une bulle de filtration, comme pour les chirurgies de glaucome classiques. Et là, on le voit un peu moins bien, mais on voit le petit bout de stent, la partie qui est dans l'œil. Donc la partie qui est à l'extérieur, on ne la voit presque pas. Ce n'est pas gênant pour le patient non plus. Et la partie qui se trouve dans l'œil, elle n'est pas gênante non plus. Quels ont été nos résultats? Si on prend tous les patients confondus, nous commençons par une tension donc, aux alentours de 33. Premier jour, il y a une très belle baisse aux alentours de 10. Puis ça remonte un tout petit peu. Il y a un pic ici entre le premier et le troisième mois qui est surtout dû aux patients qui sont des échecs. Donc nous avons eu sur les 17 patients 4 ce qu'on qualifie d'échecs parce qu'ils ont de nouveau eu des tensions qui remontaient et une bulle de filtration qui ne fonctionnait pas. Donc si on enlève ces 4 patients, on voit également que la tension remonte jusqu'au premier mois, mais après elle reste plus ou moins stable et elle se situe aux alentours de 15. Donc on arrive vraiment à descendre d'une tension très très élevée dans des valeurs qu'on qualifierait de normales. Et puis, même chose pour le traitement antiglaucomateux. Donc, tout patient confondu, on part ici de presque une moyenne de 4 médicaments par jour et on arrive à moins de 1 médicament par jour. Et si on enlève les échecs, jusqu'ici, nous n'avons pas encore eu besoin de traiter un des autres patients qui ont été une réussite. Mais nous ne sommes qu'à mois 6, donc à voir comment ça va évoluer. Si on étudie maintenant de plus proche les 4 échecs, au début, on avait pris des patients quand même des cas un peu désespérés, des patients âgés où on ne pouvait pas faire une chirurgie plus lourde et qui avaient été traités pendant très 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 longtemps par des collyres antiglaucomateux. Donc des conjonctives très fragiles, très inflammées, des yeux très rouges. Malgré un traitement de préparation avec de la corticoïde et un arrêt complet de leur collyre pendant 3 semaines avant la chirurgie, c'était toujours en intraopératoire des conjonctives très très fragiles. Donc ça, c'est les 3 premiers patients. Le 4e patient, c'est un patient plus jeune, mais également traité depuis longtemps. Et celui-là, il a fait une cicatrisation très très importante dans la phase post-opératoire que je ne m'arrive pas très bien à expliquer. On a fait une révision il y a 1 mois qui avait bien fonctionné, une belle bulle de filtration, mais il a quand même encore une tension élevée. Donc on est en train de réfléchir à la suite sur ce patient-là. Donc en conclusion, c'est une très belle technique. On a ici eu d'excellents résultats. À voir comment ça va évoluer au-delà du 6e mois.
Nous avons eu bien sûr des patients qui avaient des tensions en moyenne très très élevées, à voir quel résultat on aurait si on utiliserait cette technique sur des patients qui ont des glaucomes à tension normale. C'est surtout une technique qui est relativement simple et rapide et qu'on peut réaliser sous anesthésie locale. Donc ça ne prend pas plus de temps, ce n'est pas plus compliqué qu'une chirurgie de cataracte. On n'a pas eu de complications ni intraopératoires ni post-opératoires qu'on aurait pu qualifier de modérées ou lourdes. Il y a dans la littérature quelques cas où il y avait eu une infection de cette bulle de filtration par la suite. Mais voilà, nous n'avons pas encore vu. Il y a une révision chirurgicale simple à faire quand la bulle de filtration ne fonctionne pas. C'est d'ouvrir la conjonctive, de préparer les adhésions, la cicatrisation qui s'est faite, de vérifier que le XEN filtre à nouveau, ou à défaut de mettre un nouveau stent, ça c'est possible aussi, et puis de refermer la conjonctive. Puis on ne sait pas encore quels patients sont le plus adaptés, certainement ceux qui ont une tension très élevée, peut-être moins ceux qui ont eu un traitement depuis de longues années, qui sont déjà très âgés, mais de toute façon, c'est des patients qui restent difficiles à traiter aussi par les techniques classiques. Voilà, je vous remercie et je donne la parole. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Donc, je suis Georges Aec, je suis médecin ophtalmologue ici au sein des HRS. Moi, je m'appelle Stécie, je suis infirmière pédiatrique au sein du service. Ce soir, on va vous parler du service spécialisé, mais aussi de notre partie à nous, de la partie pédiatrique au sein de l'hôpital, de ce que mes collègues ont fait et de ce qu'on prévoit aussi de faire et d'améliorer. Et qu'est-ce qu'on a fait aussi depuis le début. Donc déjà, qu'est-ce que l'ophtalmopédiatrie? Donc l'ophtalmopédiatrie, c'est la partie de l'ophtalmo qui est surspécialisée, qui s'occupe des enfants, donc à partir de 0 jusqu'à la jeune adolescence. Ça sert entre autres au dépistage, mais aussi au traitement. On travaille main dans la main avec les collègues infirmières, mais aussi avec le service orthoptique, pléoptique de l'État, qui nous envoie, qui nous adresse les patients. Nous faisons des examens préventifs, mais si on veut regrouper tout ça, les premiers acteurs de la partie pédiatrique sont tout d'abord les parents, mais aussi les opticiens, les amis. Parce que chacun doit savoir le b.a.-ba, en fait. Quand on regarde un enfant, il faut qu'il y ait une petite symétrie. Bien sûr, il y aura toujours une légère asymétrie, mais si les deux yeux restent droits, si l'œil suit bien, si l'enfant se développe bien, on peut continuer. S'il y a quelque chose qui altère ça, c'est là où il faut penser qu'il faut peut-être adresser cet enfant dans un endroit un peu plus spécialisé. On a développé le service d'ophtalmo aussi, parce qu'en fait, les enfants sont aussi réticents. C'est difficile à examiner un enfant. C'est pas comme un adulte. Il va pas vous parler. Il y a aussi la partie préverbale. Donc, on a plusieurs petits outils à notre disposition, que ma collègue va vous dire, mais aussi pour transformer le monde médical qui est parfois impressionnant aux enfants, mais aussi aux parents, qui ont peur de ramener leurs enfants ici. On a aussi développé quelque chose avec ça. Donc là, je vais laisser la parole pour ma collègue. Ah oui, non, désolé, c'est encore moi. C'est vrai, on a changé la diapositive il y a 10 minutes, juste pour info. On a eu les statistiques grâce à monsieur Baudard, donc merci beaucoup monsieur Baudard. Je ne sais pas s'il est présent ce soir. Plumard. Monsieur Plumard, désolé, rectificatif. Donc, quelques petites statistiques. Donc, depuis 2016 jusqu'à 2022, donc, les consultations entre 0 et 3 et 3 et 6 ont fluctué. Aussi parce que nous sommes quelques médecins ici à l'hôpital à voir ça. Avant l'arrivée, donc, Dr Chan et moi-même, les collègues ici examinaient les enfants, notamment Dr Klaus et aussi les autres confrères. En 2019, on a remarqué qu'il y avait bien sûr une petite chute avec le Covid, donc voilà. Et nous souhaitons en fait continuer à développer ce service, non seulement avec la consultation, mais aussi avec les chirurgies. Donc maintenant, c'est ma collègue qui va parler. Non, c'est bon. Ah, tu vas faire ? Okay. Donc, comme Dr Aec vient de dire, le flux d'enfants a augmenté considérablement. Donc, il y est né un nouveau besoin, celui d'améliorer la prise en charge des enfants au sein du service. Car il faut savoir que l'ophtalmologie est un univers qui est hostile pour l'enfant. Et donc, pour pallier à cela, nous avons mis en place un projet avec diverses bonnes pratiques. Ouais, merci. Donc, d'abord, la boîte à distraction. Donc, dans cette boîte à distraction, on retrouve divers jouets qui sont adaptés à l'âge de l'enfant, qui sert non seulement à distraire l'enfant, mais aussi à le préparer
aux examens. Donc, par exemple, grâce au kaléidoscope, il faut regarder dans un petit trou pour voir une image. Et ça fait référence à nos appareils, qu'il faut aussi regarder dans un petit trou pour voir une image. Ça ne marche pas toujours, mais c'est une aide. Il faut être bien créatif avec les enfants. Maintenant, il y a aussi beaucoup de prématurés et nouveau-nés qui viennent dans le service avec l'arrivée des ophtalmopédiatres. Et donc, ils ont besoin d'un fond d'œil. Pour cette fond d'œil, il faut mettre un écarteur. Et cet écarteur, c'est assez impressionnant pour les parents. Donc, ce n'est pas que ça fait mal à l'enfant, mais c'est une gêne. Et pour pallier à cette gêne, nous avons désormais l'algopédol. L'algopédol est une solution de saccharose. Merci. Permettant d'atténuer la sensation douloureuse chez l'enfant, mais surtout chez les prématurés et les nouveau-nés en dessous de 4 mois. Mais cette solution, elle doit être associée à la succion non nutritive, c'est-à-dire la tétine. Donc, on a même dans le service des tétines, parce que souvent les parents, ils oublient d'en ramener, donc on a. Maintenant, pour les plus grands, on a mis en place un diplôme pour l'enfant courageux. C'est en fait pour les récompenser de leur courage pendant les examens ou même pendant la consultation. Tout a été fait pour le service ophtalmo. Maintenant, on passe à la décoration des salles. Donc, on a désormais décoré nos salles, la salle de test, la salle d'attente. Il y a un petit coin pour les enfants et les salles de consultation. Et comme vous pouvez voir, les posters, ils ont été adoptés à l'ophtalmologie. Donc, dans ces posters, il y a des pictogrammes qui apparaissent aussi dans nos appareils. Et pour terminer, il y a une vidéo qui est en cours d'élaboration avec le service communication, qui permet d'expliquer et de rassurer les parents ainsi que l'enfant sur le déroulement des rendez-vous ainsi que des examens. Comme ça, l'enfant il pourra la visionner en amont de sa consultation. Et je laisse la parole à Dr. Eck. Donc moi, je vais continuer avec les quelques petites pathologies qu'on rencontre au sein du service. Donc pour les collègues médecins, donc les ophtalmos, vous connaissez ce qu'on va parler. Pour les collègues non médecins, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Donc première chose, donc on a le strabisme, c'est la déviation de l'œil. L'amblyopie, ça c'est quand vous avez ce qu'on appelle le lazy eye, un œil qui est paresseux, qui voit moins bien. Chez les tout petits, chez les nouveau-nés, donc l'obstruction du canal lacrymal. Chez les prématurés ou les grands prémas, nous avons la rétinopathie du prématuré. Ensuite, on peut avoir les cataractes congénitales. Donc c'est l'opacification du cristallin à cause soit de génétique, soit d'autres maladies qui sont associées chez les nouveau-nés. Le glaucome congénital. Plus rarement, on peut rencontrer des tumeurs. Et ce que nous rencontrons fréquemment aussi, ce sont les petits traumatismes. Donc le strabisme, c'est une pathologie dans laquelle, à la place de bien regarder droit, vous allez avoir une déviation de l'œil. Ça peut être vers l'intérieur, donc une ésotropie, vers l'extérieur, une exotropie, vers le haut ou vers le bas, hyper ou hypotropie. L'amblyopie. Donc l'amblyopie, c'est ce qu'on voit le plus souvent chez les enfants, c'est un enfant qui nous est adressé par le service orthoptique, qui vont dire, donc Dr. Hayek, Dr. XY, on a découvert, ou parfois je parle des opticiens qui nous les envoient, on n'arrive pas à corriger cet enfant à 100% et on retrouve qu'il y a une asymétrie, il y a un œil qui est un peu plus haut que l'autre. Et donc on les examine, on les fait bien sûr sous cycloplégie, et on retrouve qu'il faut mettre une correction. Cette correction doit être bien sûr portée, mais pour pouvoir faire remonter la vue de l'œil qui est amblyope, donc qui a eu cette baisse de vue, il faut cacher le bon œil. Ce que je peux dire en tant que personne provenant de la France, c'est qu'on a de la chance au Grand-Duché du Luxembourg. On a le service orthoptique pléoptique, c'est, à ma connaissance, le Luxembourg est le seul pays européen qui a un dépistage dès la jeune enfance. Donc ils font ça à 1 an, ils font aussi le dépistage auditif. Et ça nous permet de travailler main dans la main avec les orthoptistes. Elles nous les adressent, on examine et on peut faire les comptes rendus ensemble. Donc bien sûr, l'enjeu, c'est un énorme enjeu, parce que si on ne le découvre pas à temps, parce qu'un enfant, il ne va pas se plaindre, il ne va pas dire « maman, je ne vois pas ». Il a 2 yeux, donc il y a toujours un œil qui est dominant, qui va bien voir. Et c'est aux parents, aux opticiens, aux orthoptistes de déceler ça. Et bien sûr, quand on les examine, on va inciter et insister pour que les parents comprennent. Bien sûr, il y a le petit stigma de porter un petit cache à l'école, mais plus on l'attrape à temps, plus ça va être récupéré facilement.
Par contre, ensuite, quand ils vont grandir, il faut continuer à mettre ce cache jusqu'à ce qu'on ait une stabilité au niveau des 2 yeux. La réfraction de l'enfant, elle est très intéressante. C'est pas comme celle de l'adulte. L'enfant, il ne va pas vous dire ABC ou 1, 2, 3. Ça dépend, il y a bien sûr des exceptions à la règle. Oui. Il y a les pédiatres, oui, bien sûr. On a aussi les pédiatres qui examinent, j'ai oublié les pédiatres. On a aussi les pédiatres qui examinent les enfants, bien sûr, pendant les contrôles réguliers. Et grâce à un ophtalmoscope, ils vont vérifier, pas un ophtalmoscope, un otoscope, ils vérifient bien sûr les oreilles, mais ils vérifient les reflets des yeux. Et dans l'éducation des parents, les parents sont instruits par le pédiatre après la naissance des quelques petits signes et des gestes à savoir. Donc quand on regarde un enfant, si on voit qu'il y a une petite opacité ou une tache au niveau de la pupille, il ne faut pas attendre que la tache disparaisse tout seul. Il faut consulter un médecin. Est-ce que j'ai répondu à la question? Merci. Donc la réfraction de l'enfant, elle est spéciale. Donc l'enfant, il ne va pas vous dire ABC ou 1. D'accord, je pensais que c'était une question. Il n'y a pas de souci. Donc on l'a fait de diverses façons. On peut avoir bien sûr les pictogrammes avec le E, donc un E qui va changer de direction vers le haut, vers le bas. On a les petites images, donc le bateau, le sapin, la maison. Mais quand on est face à un enfant qui est réticent ou bien une coopération difficile, et quand on est sûr que l'enfant est en train d'accommoder, donc l'accommodation c'est le fait de forcer pour bien voir, on a un ami à notre côté qu'on appelle donc la cycloplégie. C'est des gouttes qu'on administre aux enfants, mais aussi parfois à certains adultes qui forcent autant qu'un enfant, qui vont relâcher cette accommodation pour pouvoir la mesurer en entier. Et c'est ce qu'on fait d'habitude chez les enfants, donc l'âge préverbal, et aussi ça nous permet de faciliter l'examination et de savoir s'il y a vraiment un souci ou pas. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Tip top. Ensuite, obstruction des voies lacrymales. On est souvent aussi confronté à cette pathologie. C'est d'habitude un enfant. Les parents ils vont se plaindre au pédiatre en disant mon fils ou ma fille elle a des conjonctivites récurrentes, l'œil coule toujours. Qu'est-ce qui se passe? Donc on examine cet enfant et dans beaucoup de cas, à la naissance, le canal n'est pas encore ouvert. Ce qu'on préconise chez les parents, on leur dit, parce que ça va s'ouvrir tout seul, ça se résorbe, 95% des cas se résorbent tout seul, il faut masser avec des compresses chaudes et ça va aider. Mais dans les cas où ça ne fonctionne pas, donc nous allons procéder à un sondage des voies lacrymales. Donc comme vous le voyez ici, ça c'est l'appareil lacrymal, canalicule sup, canalicule inf, le commun. Et on va essayer de descendre pour tester la patence de ce canal, s'il est ouvert ou pas. Et dans certains cas, on le débouche, et dans d'autres cas, on peut faire une chirurgie en perforant et en laissant une sonde à l'intérieur qu'on retire 4 à 6 mois plus tard. Ce qu'on fait aussi, c'est, comme ma collègue en a parlé, c'est le dépistage chez les enfants avec la rétinopathie du prématuré, donc les fonds d'œil. Les pédiatres souvent nous contactent en nous disant qu'un enfant donc, qui était au CHL est adressé, puis pour le suivi, on va examiner son fond d'œil. Donc non seulement on va dilater, on va utiliser la technique avec le sucre, mais grâce à la machine que mes collègues ont obtenue avec l'aide de la fondation Robert Schuman, cet appareil-là, donc c'est l'Optos, c'est un appareil grand champ qui nous permet de prendre des photos. Et avec une technique qu'on appelle the flying baby, donc le bébé volant, on pose un écarteur sur une des paupières, on prend l'enfant donc par en dessous et on le présente devant la caméra qui est mis déjà en mode automatique, donc ça vous pouvez pas le lire mais c'est marqué automatique ici. Et dès que l'appareil détecte la pupille, détecte la rétine à la bonne distance, il va déclencher une photo et ça nous permet de scanner rapidement toute la rétine. C'est super utile donc pour la rétinopathie du prématuré, mais aussi pour d'autres pathologies. Comme la séroconversion, donc il y a des maladies comme la toxoplasmose, le CMV, qu'une femme enceinte peut avoir durant la grossesse et qui peuvent avoir des conséquences sur son enfant. Donc c'est pour ça que le dépistage se fait, les pédiatres nous les adressent, on dilate, on le fait bien sûr avec le casque ou à la lampe à fente, et maintenant on peut avoir cet appareil-là avec nous. Cataracte congénitale, donc comme j'ai dit la gentille dame qui est assise là-bas, donc soit ce sont les parents qui constatent qu'on a pris la photo de notre fils ou de notre fille,
et on n'a pas les reflets rouges, ou bien il y a une tache blanche qui apparaît. Donc ces enfants-là, c'est important de s'occuper d'eux rapidement. Malheureusement, ici au Grand-Duché, on ne peut pas encore opérer les enfants de bas âge, non seulement à cause de l'âge, mais aussi du poids et de l'anesthésie. Donc ils sont adressés dans des centres universitaires dans les pays limitrophes pour l'instant. Ensuite, on va voir ce que le futur peut nous réserver. Le glaucome congénital. Donc, quand on examine un enfant, donc on va bien sûr regarder les yeux, on va regarder la pupille, on va regarder ses réflexes, s'il suit bien. Mais il ne faut jamais oublier de prendre la tension chez les enfants et aussi mesurer la taille de la cornée. Parce que parfois, on peut retrouver des cas comme un glaucome. Le glaucome, malheureusement, c'est quelque chose, c'est le tueur silencieux. Ça va abîmer le nerf optique et ça va causer ensuite des dégâts irréparables au niveau de la vision et du champ visuel de l'enfant. Donc, nous, on utilise ici à l'hôpital, donc, quand on examine l'enfant sous anesthésie générale, le tonomètre, ou bien le iCare, qui est un appareil qui va appuyer, c'est avec une toute petite pointe qui va les taper directement sur la cornée et nous redonner des mesures. L'autre, c'est le tonomètre de Schütz, qu'on fait souvent qu'on fait sous anesthésie générale, au bloc opératoire. Rarement, nous sommes rencontrés des enfants avec des tumeurs, mais ça existe, notamment donc, le rétinoblastome au niveau intraoculaire, mais aussi le rhabdomyosarcome. Donc ces maladies-là sont directement adressées à des centres universitaires dans les pays limitrophes parce qu'il faut un centre spécialisé qui ne fasse que ça. Et pour finir, donc ça c'est 2 des chirurgies que j'ai dû faire en urgence sur des enfants. Donc on remarque parfois les bêtises qui se produisent le plus souvent sont les bêtises bêtes. Donc malheureusement le premier enfant, donc il a 11 ans, il était en train de retirer un crayon qui était bloqué. Et en le tirant, c'est rentré directement dans l'œil. Ça a causé une perforation de la cornée avec un prolapse de l'iris, donc l'iris qui est en train de sortir par la plaie. Donc on l'a suturé, on a mis, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a 6 points de suture. Et là, je l'aurais vu, on était à combien? À 3 mois après la chirurgie. J'ai retiré les quelques fils parce que c'était en train de faire de l'astigmatisme. J'en ai retiré un puis l'autre pour être sûr. Et là, donc là, il est revenu à 10 dixièmes avec un petit astigmatisme de 0,50. Ou sinon d'autres traumas, donc les voies lacrymales. Pareil, un accident qu'on peut éviter. Donc c'est un enfant qui s'est pris tout simplement le manche d'un vélo. Et donc le manche d'un vélo, ça fait des traumas. Donc vous vous souvenez avant le petit dessin, donc vous avez le canalicule supérieur puis l'inférieur. Ici c'était tout l'inférieur qui était lacéré. Et ça c'est super important parce que le canalicule inférieur draine plus de 70% des larmes. Donc si on n'aurait pas suturé celui-là en urgence, on aurait eu avoir un enfant qui va se plaindre de larmoiement. Et ensuite, esthétiquement, voilà. Donc on l'a suturé, on a mis une sonde qui est restée dans le canal 4 mois, puis après retrait, on a irrigué et il n'y a pas de souci avec l'enfant, donc il se porte bien. En conclusion, comme l'adulte, les enfants, ils ont besoin d'être suivis par des ophtalmologues spécialisés, parce qu'eux aussi souffrent de pathologies oculaires. Et c'est dans l'optique de répondre à ces besoins-là que, pour le Grand-Duché, le service HRS ont développé et sont en train de développer encore plus le service de pédiatrie ophtalmologique. On travaille main dans la main avec les orthoptistes, avec les opticiens, avec nos infirmières, nos secrétaires qui accueillent les enfants, pour pouvoir accueillir les parents aussi dans un environnement accueillant, non hostile. Et j'espère qu'on pourra ensuite continuer à améliorer la prise en charge des enfants ici au Grand-Duché. Et en même temps, ça permet de soulager et de faire en sorte que l'enfant se développe avec joie et puisse mieux voir ce monde. Merci beaucoup.